La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Aujourd'hui, j'ai réalisé que plus je rencontre des personnes pour échanger sur le podcast et plus je réalise à quel point ça vient pétiller à l'intérieur, ça vient me nourrir moi-même intérieurement de vivre ce projet-là. Puis, vous l'aurez compris, en fait, l'idée, c'est d'amener dans ce podcast des concepts, de les explorer, des initiatives aussi pour nous donner à la fois un élan d'espoir, une vague d'espoir, puis un élan d'action aussi, d'espoir par rapport à notre capacité d'agir un petit pas à la fois individuellement et collectivement. Puis ce balado en tant que tel est un peu comme une expression, une action en soi que je vais porter, puis qui mêle justement espoir, contribution, communauté, créativité. Et dans tout ça, il y a aussi cet élan de sortir de nos certitudes, puis de questionner ce qui nous entoure, d'aller ouvrir le regard sur ce qui nous entoure et peut-être revoir notre rapport au monde. Puis dans ce rapport-là, il y a le rapport au corps, le rapport au mouvement, le rapport au jeu, au bien-être. Alors, je suis ravie de recevoir Chloé Rochette du mouvement Happy Fitness aujourd'hui avec nous, qui est, là, selon ma perspective, une défenseure du mouvement et de la joie. Et aussi donc fondatrice du mouvement Happy Fitness qui encourage finalement les gens à être en mouvement, à bouger, à être dans la joie, à cultiver la joie finalement au travers le mouvement. Et il y a le balado aussi, l'état du jeu, qui est une réelle pépite pour mes oreilles en tout cas. Et finalement, au travers les diverses initiatives, et puis pourquoi ça me tenait tellement à cœur de recevoir Chloé aujourd'hui, c'est que je ressens qu'il y a vraiment un éloge à la vie et que Happy Fitness, c'est aussi un mouvement en soi qui contribue à mettre une pierre à l'édifice de comme cette société-là qui, comme vous le dites, est plus mobile, plus en santé, plus vivante. Donc, ça ouvre un regard puis une discussion. Alors, bienvenue Chloé, j'ai fini mon blabla. Merci sincèrement d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation à ton autre bout du monde. Et puis, pour et, comme c'est un peu mon habitude, je voulais que tu prennes le temps de te présenter, nous transporter dans ton univers à toi, donc ton histoire, peut-être l'enfant que tu étais, tes valeurs. Ouais, je te shoot ça, là. Go! Parfait. Premièrement, bonjour Sophia, puis merci pour l'invitation, puis merci pour cette belle introduction. Honnêtement, c'était très bon. Tu sais, des fois, il y a des gens qui t'introduisent, puis bon, ils disent pas exactement les mots que tu aurais souhaité ou ils ont pas nécessairement compris l'essence de ce que tu faisais, mais toi, c'était parfaitement saisi. Fait que je te remercie pour ça, puis j'imagine qu'on va avoir la chance d'en parler durant l'épisode, mais c'est exactement ce que j'essaie de faire à travers le mouvement, vraiment j'aime que tu dises qu'il faut remettre en question les structures de nos vies, ce qu'on tient pour acquis depuis des années, puis dans plusieurs domaines. Et puis moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le mouvement. Fait que je trouve que
bref, c'était très bien exprimé, puis je suis contente que tu l'amènes comme ça. Moi, je Donc, mon enfance, OK, ben là, mon enfance. Je vais essayer de faire ça dans une coquille de noix, comme j'aime dire, in a nutshell. Euh, mais en fait, moi, j'ai eu une enfance très joyeuse, très, très choyée. trouve. J'ai beaucoup de privilèges, puis je veux dire, je m'en rends compte depuis plusieurs années, mais on dirait que plus ma vie avance, plus je réalise à quel point j'ai eu beaucoup de privilèges et j'en ai encore à ce jour. Euh, puis, moi, j'ai grandi dans une famille très, très active. Donc, mes deux parents étaient très sportifs, puis c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de nos quotidiens, d'être actif, d'être en mouvement. Tu sais, j'avais 3 ans quand j'ai fait mon premier cours de ski, quand j'ai pris mes Ah, premiers cours de danse. Tu sais, j'ai eu la chance d'essayer plein d'activités, le soccer, puis à 7 ans, mon père a créé un club de triathlon. Puis bref, j'ai vraiment eu une chance inouïe là, de pouvoir grandir là-dedans puis essayer plein de choses, mais encore plus que le mouvement dans ma famille et dans la vie de ma soeur et moi était vraiment associé au plaisir. hmm. C'est que mes parents ont vraiment eu la présence d'esprit de pas forcer l'esprit de compétition, de pas tu sais, ils n'étaient pas des gérants d'estrade, là. Mes parents, ils étaient vraiment dans l'important, c'est qu'on s'amuse. Euh, Puis l'important, c'est d'aller jusqu'au bout. Fait que ça, c'était comme l'autre règle aussi. Tu sais, si on commençait, disons, des cours de danse, puis on n'aimait pas ça, c'est pas grave, on peut arrêter, mais on se rend au bout de la session. Parce que c'est quand même, le sport, veut pas, est un, je veux pas utiliser le cliché de l'école de la vie, mais oui, en même temps, tu sais. Fait que quand on commence quelque chose, on le finit, puis si c'est pas le fun, on arrête. Fait que c'était un peu Hmm. ça, les deux règles, tu sais, qui régissaient notre pratique de mouvement. Puis euh, à l'époque, je veux dire, j'étais juste bien heureuse, puis j'aimais ça. Moi, j'étais vraiment un enfant j'étais une généraliste, là, comme on dit. Fait que moi, j'aimais ça faire plein de sports. Fait que j'étais correcte dans plein de sports, mais j'étais pas excellente dans aucun sport. Euh, puis, bref. Puis, quand je suis arrivée à l'université, j'ai réalisé que c'était un privilège d'avoir eu une expérience aussi positive du mouvement. J'ai réalisé, à partir du cégep à peu près, là, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, c'était vraiment pas le cas pour tout le monde, puis surtout pour les filles, surtout pour les femmes, qui avaient eu des expériences des fois traumatisantes, des fois décourageantes, des fois aversives là, du mouvement, qui avaient créé un rapport super compliqué avec leur corps, avec tout type de mouvement. Puis en passant, euh, j'utilise toujours le terme mouvement parce que pour moi, c'est plus large. Fait que pour moi, mouvement, ça inclut tout, là. Fait qu'on va pas, tu sais, ça inclut le sport organisé, tu sais, les cours de soccer, les cours de ballet, ça inclut le sport de compétition, le mouvement ordinaire, là, aller prendre une marche, jardiner. Ça inclut l'entraînement, fait que dans un gym, la course à pied, tu sais, l'exercice, tout ça. Fait Ah, que j'utilise toujours le mot mouvement, puis j'en parle dans mon livre, mais que je trouve que c'est plus flexible, plus fluide. Tu sais, ça laisse vraiment place à tout type de mouvement qui, d'ailleurs, puis c'est vraiment important pour moi que les gens sachent, tout mouvement se vaut. Fait que c'est pour ça que j'aime ça les rassembler sous le même terme. Fait que c'est pour ça que je dis mouvement. Fait que bref, tout ça pour dire que j'étais arrivée à l'université quand j'ai réalisé que la relation de beaucoup de personnes dans la société avec le mouvement était compliquée, à tendance toxique, là, si on veut. Puis c'est à ce moment-là que je me suis mis. Au début, je me suis pas demandé pourquoi. Je me suis plus dit, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ça m'a tellement apporté de bonheur, le mouvement, et ça continue de le faire. C'est tellement quelque chose de rassembleur. hmm. C'est social, c'est léger. Mais en fait, c'est un vecteur de légèreté. J'étais comme, OK, il faut que je trouve un moyen de transmettre ce message-là puis ce ressenti-là à mes amis, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, comment je peux faire pour créer des expériences positives du mouvement pour les femmes? Fait que c'était à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise. Fait que j'avais 21 ans à l'époque. Fait qu'au départ, c'était strictement des groupes d'entraînement en plein air. Fait que moi, j'étais comme, OK, je vais faire ça dehors parce que j'aime tellement ça être dehors. Puis la nature, ça apporte une dimension de joie puis de bien-être de plus. Hmm. Ça va être vraiment, les entraînements vont être structurés pour qu'on puisse pas se comparer. Fait que comme ça va être vraiment dans le dépassement, mais pas dans la compétition ni dans la comparaison. Je voulais que tout le monde se sente bienvenu, tu sais, fait qu'autant une fille qui est super en forme qu'une fille qui se remet en forme ou qui a jamais fait de sport, je voulais qu'on reste ensemble du début à la fin, parce que pour moi, le sport, c'est d'abord
quelque chose d'extrêmement fédérateur, fait que je voulais pas diviser par les compétences ou, tu sais. Fait Ouais. que bref, au début, c'était que ça, puis je pensais faire ça juste l'été entre mes cours à l'université. Finalement, je me suis fait complètement emporter par le vortex du contentement. Mais en fait, j'ai juste réalisé qu'en fait, il y avait un énorme besoin de bouger dans la joie, là, tu sais, de générer des expériences positives du mouvement pour les femmes. J'ai réalisé que c'était un plus grand besoin que ce que je pensais. Mhm. Donc là, j'ai continué à avancer là-dedans, puis jusqu'à après, quand j'ai été un peu plus établie, ben là, c'est là que je me suis mis plutôt à me questionner. Je me suis vraiment mis à me demander qu'est-ce qui est arrivé? Genre, comment ça se fait que le mouvement est devenu quelque chose d'aussi compliqué, d'aussi nocif pour certains. Tu sais, pour certains et certaines personnes, c'est carrément, tu sais, l'activité physique, tout le monde dit, ah, wow, c'est tellement bon pour la santé, mais pour vrai, puis moi, j'ai été témoin de plein d'histoires. Pour certaines personnes, de la manière que c'est abordé dans l'hyperperformance et tout ça, ben, ça génère plus de mal-être que de bien-être, là. Ouais. Fait que je me suis mis vraiment à me questionner là-dessus, tu sais, jusqu'à en devenir presque obsédée. Puis d'où la naissance du podcast L'état du jeu, où est-ce que on vient vraiment parler de la place du mouvement un peu dans toutes les sphères de nos vies, de la société. Puis c'est là que j'en suis venue aussi à écrire mon livre qui va sortir le 16 janvier. Là, Oh, j'ai comme un peu ben, vraiment j'avais hâte que tu me dises. Fait que, est-ce que ça répond pas full à la question qui je suis, mais j'ai parlé de mon enfance puis ce qui m'a amené à créer le mouvement Happy Fitness. Est-ce que ça répond à ta question? Mais oui, ça répond à ma question. Puis il n'y avait pas de bonne réponse en soi. Donc, je pense que tu nous as transporté un peu dans ton pourquoi, dans ce qui a fait que tout ça est né. Puis je trouve que c'est très, très beau comme ça. Et tu sais, il y a plein de notions qui sont ressorties. Il y a l'engagement, il y a l'inclusion, il y a la joie. Il y a tellement de belles choses qui sont ressorties de ce que tu as partagé. Puis, tu sais, dans cette introduction-là que tu as fait de toi, tu as parlé de justement le mouvement, c'est un peu le mouvement à l'échelle de la vie que tu l'amènes. Et puis, le mouvement, c'est toutes sortes d'exercices, même les mouvements ordinaires. Puis là, je voulais justement, on aille peut-être pousser ta définition du mouvement, que tu nous expliques avant qu'on continue. Pour toi, mettons dans une perspective intérieure, philosophique, ou je sais pas comment on peut la définir, tu sais, c'est quoi justement le mouvement de manière plus globale, au-delà des activités que tu inclus dans le mouvement, tu sais, ça représente quoi? Mhm. Ben, c'est une très grande question. Tu sais, parce que là, c'est ça, tu sais, je viens de finir d'écrire un livre, tu sais, dans lequel, entre autres, je fais comme une ode quasiment à la magie du mouvement. Puis des fois, je me dis, hey, ça n'a pas de bon sens, tu sais, j'ai vraiment l'air comme d'une obsédée du mouvement, mais ce qui est pour moi, Une passionnée c'est peut-être. tellement beau, ouais, passionnée, c'est ça, exact. Mais c'est juste que quand c'est sainement abordé, pour moi, le mouvement, c'est extraordinaire, c'est magique, ça a ça a des bienfaits incroyables, oui, sur la santé physique, oui, sur la santé mentale, mais plus grand que ça aussi, il y a comme une grosse question de contexte. Pour moi, je l'ai dit plus tôt, mais c'est un des plus grands vecteurs de légèreté. Pour moi, c'est quelque chose qui littéralement nous aide à tenir le coup. Tu sais, je pense que l'art a ce pouvoir-là aussi. Tu sais, des fois, les gens vont être comme, ah, tu sais, l'art, ça sert à rien. Puis peut-être le mouvement, des fois, ça peut paraître futile. Mais pour moi, c'est tellement important parce que ça, ça crée des parenthèses de beau, de légèreté. Ça permet aux gens de revenir sur Terre, de reconnecter à eux-mêmes puis aux autres aussi. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est le plus grand. Je veux pas dire que c'est comme l'alcool, mais c'est comme un lubrifiant social, si on veut, là, le mouvement. Tu t'entraînes avec quelqu'un, tu deviens tellement proche, tellement vite, juste parce que tu tu te dépasses, tu vas au bout de toi-même avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un, fait qu'on dirait que tu vois la personne dans des états que tu l'aurais jamais, tu dans une vulnérabilité Ouais. dans laquelle tu n'aurais pas pu la voir sinon. Fait que là, je m'éparpille un peu, mais fait que bref, pour moi, le mouvement, c'est vraiment grand, là, c'est beaucoup plus qu'un outil, comme on nous a appris depuis notre tendre enfance, c'est beaucoup plus qu'un outil qui ne sert qu'à modifier nos corps. Pour moi, de réduire le mouvement à ça, c'est une insulte, c'est une tragédie, tu sais, puis je souhaite que les gens
comprennent toute la grandeur, tu sais, du mouvement. Puis, je veux dire, même, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Sophia, de, de, de- d'avoir un problème à régler, soit dans ta vie ou au travail, ou de faire face au syndrome de la page blanche, par exemple, puis de partir marcher, puis de voir un peu tes idées se réorganiser dans ta tête par elles-mêmes, Mm. ou carrément d'être dans une situation difficile dans ta vie, puis d'aller, je sais pas, moi, en vélo ou nager ou peu importe, puis de dire, d'avoir la perspective nécessaire de réaliser que ça va bien aller finalement. Tu sais, le mouvement apporte du mouvement. Dans Exact. la tête aussi, ça, c'est une de mes amies, Lisa Marie de Humain Avant Tout, qui avait dit cette phrase-là, puis je la répète tout le temps parce que c'est tellement vrai. Tu sais, le mouvement apporte du mouvement. Bref, fait que là, je pourrais même pas, tu sais, j'aurais besoin de 3 épisodes juste pour te dire euh, tout ce que le mouvement peut apporter, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, le mouvement, c'est un pilier essentiel de la société, d'une société vivante puis en santé, si on veut, là, puis heureuse, je veux dire. Ouais, je pense qu'on en a fondamentalement besoin, puis pas juste pour ce dont on pense qu'on en a besoin. Fait que pas juste pour se mettre en forme ou perdre du poids, comme on nous a dit longtemps. Tu sais. Je pense qu'on en a besoin pour beaucoup plus que ça. Ah, mais j'aime ça que tu l'amènes comme ça, puis je trouve ça super important. Puis même tu sais, mettons le parallèle que tu fais avec l'art et le mouvement, c'est l'art aussi, c'est difficile à définir et pourtant ça a une portée énorme. Et Exact. quand je me questionnais justement en me questionnant sur les questions que j'avais envie de t'amener, ben, je me disais, tu sais, j'ai envie qu'elle nous amène là-dedans, puis en même temps, je le sais à quel point il n'y a pas de définition fixe, tu sais, ça évolue, mais c'est tellement plus grand que ça, puis ça questionne tout notre rapport au monde, puis ça, tu sais, il y a plein de choses que tu as amenées qui sont magnifiques, mais l'affaire de légèreté, j'ai senti aussi que tu parlais de résilience, tu as parlé de vulnérabilité. Puis c'est vrai que pour répondre à la petite question que tu m'as envoyée, j'ai eu tellement des périodes effectivement dans ma vie où le fait d'être en mouvement, puis moi ça passait beaucoup par la marche ou par la danse, ou juste de me dire, OK, là je suis bloquée dans un drôle je sais pas, de mal-être, et juste de décider de bouger. Puis là je fais les mouvements, mais juste de bouger quelques secondes, ça faisait que ça remet comme les idées en place. Fait que oui, Ouais. je suis d'accord. En fait, avec mouvement, il y a mouvement, mais il y a la santé physique, il y a la santé émotionnelle, il y a la joie, il y a la légèreté, il y a la résilience. Puis j'aime beaucoup que tu l'amènes comme ça. Puis j'ai très, très hâte qu'on découvre tous ton livre. Ça va être merveilleux. Puis, tu sais, là-dedans, là où je voulais qu'on aille aussi, c'est que dans l'un des épisodes avec Elisabeth Dufresne, où on parlait de l'éducation notamment, on a amené la perspective du jeu. C'est à quel point le jeu pour les enfants, notamment le jeu libre, peut être un vecteur de justement de joie, d'apprentissage, de, 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 de construction finalement pour l'enfant. Et, tu sais, mettons dans une entrevue qu'on avait faite qui est sur le blog, tu parlais qu'au début, tu jouais à la business, que, tu sais, le jeu, tu l'amènes souvent comme faisant partie de ta vie. Tu joues à peu près tout le temps, tu t'expérimentes, tu explores. Et ça t'arrive un peu naturellement. Puis je voulais que tu nous partages, toi, ton expérience peut-être personnelle face au jeu et pourquoi pour toi c'est si important que ça soit dans le mouvement ou que ça soit dans toutes les sphères de nos vies, de la beauté de continuer de jouer, même en tant qu'adulte. C'est une très bonne question, puis c'est ça. C'est encore une fois quelque chose que j'ai beaucoup de unpacking à faire, mais essentiellement pour moi, le jeu, c'est carrément une philosophie, une posture à adapter face à la vie, face à toute chose. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une attitude que tu peux appliquer Mm. à, à toute chose. Puis, en fait, tu l'as bien dit en parlant des enfants. Les enfants, naturellement, c'est leur talent de savoir jouer. Parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Les enfants, le jeu libre, c'est comme ça euh, qu'ils découvrent leur monde, qu'ils découvrent comment leur corps fonctionne, qu'ils apprennent, c'est en explorant, c'est en étant absorbé par le moment, c'est en étant flexible, c'est en étant ouvert. Euh, puis je pense que c'est un talent que malheureusement, avec les responsabilités, avec le conditionnement sociétal du monde adulte, c'est vraiment quelque chose qu'on perd, le talent Mm. de jouer. Puis je veux pas dire que on doit tous et toutes jouer en tout temps, dans le sens où je comprends
très bien et je ne condamne pas l'importance d'avoir une structure, l'importance d'être parfois rigide, d'être parfois discipliné. Je ne condamne pas ce qui est un peu à l'opposé du jeu parce que c'est vrai que c'est important. Mais je pense qu'on est à un point dans notre société, dans le monde du travail, beaucoup dans le monde du mouvement, où est-ce qu'il faut vraiment venir nuancer cette propension à tout faire pour obtenir qu'un résultat. C'est vraiment, c'est très capitaliste. Et maintenant, dans le monde adulte, c'est comme faites ceci et vous obtiendrez cela, puis tu peux l'appliquer à toutes les sphères. C'est comme on travaille pour un salaire, pour un statut, pour un titre. On fait quelque chose pour le mettre sur les réseaux sociaux. On s'entraîne pour perdre du poids, pour courir plus vite, pour avoir des données de performance. Rares sont les choses qu'on fait simplement pour le fait de les faire. Ouais. Puis ça, c'est important. Puis c'est ça l'essence même du jeu. Là, si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est une activité physique ou mentale à laquelle on s'adonne pour le simple plaisir. Fait que, quelles sont les choses dans votre vie que vous faites simplement parce que ça vous apporte du plaisir de les faire? Pour les adultes, il y a pas beaucoup de réponses. Là, c'est difficile. Puis même si c'est quelque chose qui est utilitaire, donc même le travail, même ben, on peut aller chercher beaucoup de valeur puis beaucoup de richesse à l'aborder comme un jeu quand même. Donc, un bon exemple, c'est, moi, j'ai dit jouer à la business parce que, en fait, moi, j'ai commencé mon entreprise, je savais même pas que j'étais en train de faire ça. J'étais dans le processus, j'étais comme, en ce moment, je veux aider mes amis, je veux juste rassembler tout le monde, puis qu'on bouge dehors, puis que ça soit le fun. Puis c'est vraiment ça, là, puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai continué d'avancer sans savoir exactement où je m'en allais, mais en étant à l'écoute des besoins de mes clientes, en étant à l'écoute de l'évolution de l'industrie, en étant super flexible à comme, OK, je pensais que j'allais faire ça, mais finalement, dans le fond, je réalise que c'est beaucoup plus ça qu'on a besoin de faire. Puis j'ai avancé comme ça, puis finalement, 11 ans plus tard, je fais encore ça. C'était pas prévu, tu sais, c'est ça que je veux. Puis là, j'aurais dû mettre la table avant, là, en expliquant qu'est-ce que c'est le jeu, mais essentiellement, c'est ça. Une attitude de jeu, c'est une attitude qui va nous inviter à être flexible. Fait que, tu sais, ça, de toute façon, je veux dire, même si tu planifies tout, on le sait, ça se passe jamais comme prévu. Fait que Exact. d'avoir cette flexibilité-là à dire, regarde, la vie, c'est pas ce que c'est supposé d'être, c'est ce que c'est. Ça fait que tu avances beaucoup plus vite, là. Tu te remets, tu as beaucoup plus de résilience parce que tu as une acceptation radicale et rapide de tous les imprévus de la vie, là, qui sont absolument inévitables. Ça, c'est la première chose, la flexibilité. Ensuite de ça, il y a une ouverture puis une curiosité de découvrir qu'est-ce qui va. Tu sais, fait que ça, c'est beaucoup, ça aide beaucoup, je trouve, à accepter la possibilité d'échec. Parce que tu te dis pas, ah, j'essaierai pas d'apprendre une langue, quoi si je suis poche. Tu sais, tu vas juste dire, hey, j'aimerais ça apprendre, voir ce qui va se passer. Tu sais, comme, tu as juste une curiosité de découvrir, d'apprendre. Pour le simple fait d'apprendre, c'est sans avoir peur du résultat, qui pourrait être positif ou négatif. Puis une curiosité face à soi aussi, fait qu'une écoute de soi. Tu sais, les enfants, souvent je donne un exemple, je suis comme, OK, imaginez-vous qu'il y a un enfant, puis un adulte, puis là, ils rentrent dans une forêt dans laquelle il y a une rivière bordée de roches, avec plein de troncs d'arbres, plein de troncs d'arbres au sol, des arbres, puis on leur dit aux deux, bon, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre au bout de la rivière, on se rejoint là-bas. Mais c'est tout, on leur donne pas plus de conseils. L'adulte, automatiquement, il va se dire, il va regarder devant lui, il va dire, OK, je vais passer par là, par là, par là, comme ça, je me mouillerai pas les pieds, puis je vais arriver plus vite. Puis c'est tout, puis il va y aller, tac, 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 puis il va arriver le premier au bout, puis il va s'asseoir sur une roche, puis il va attendre. L'enfant va partir, puis là, il va être comme, ah, une roche rouge, trop drôle, puis là, il va la prendre, puis là, il va la lancer, puis il va dire, ah, ça a comme tout éclaboussé dans l'eau, trop cool, j'ai goût d'aller mettre mes pieds. Puis là, il va aller dans la rivière, il va tremper ses pieds, l'eau va être fraîche, il va décider d'en boire. Là, finalement, il va voir un arbre avec des branches parfaitement placées pour grimper dedans. Fait que là, il va grimper dans l'arbre, puis là, il va monter un peu plus haut, puis il va avoir une vue. Puis là, il va réaliser que, oh my God, je vous l'avais pas dit, mais on est à Hawaï, puis là, lui, il a une vue sur l'océan, perché dans son arbre. Puis là, il est comme, wow, c'est tellement beau, c'est le coucher du soleil à part de ça. Là, il va descendre de son arbre, il va marcher en équilibre sur un tronc d'arbre au sol, il va pratiquer son équilibre. Puis 2 heures plus tard, il va arriver à la même place que l'adulte. L'adulte qui, depuis 2 heures, est juste vraiment bored sur sa roche. Mais il est arrivé en premier, mais il n'a rien vu, il n'a rien vécu, il n'a rien appris, puis il ne sait même pas qu'on est à Hawaï. Puis l'enfant, il va avoir eu
les 2 plus belles heures de sa vie, il va avoir découvert plein d'affaires, il va avoir pratiqué son équilibre, il va avoir marché, il va s'être baigné, il va avoir découvert qu'on est à Hawaï, puis il va arriver à la même place, tu sais. Mais l'enfant va avoir eu un processus beaucoup plus riche parce qu'il a été ouvert, parce qu'il a été curieux, puis parce qu'il s'est écouté. Il était comme moi, j'ai envie de mettre mes pieds dans l'eau, j'ai envie de grimper dans l'arbre. Fait que, bref, on comprend le principe. Fait que c'est vraiment ça. Tu sais, je pense que tous les adultes, on a vraiment beaucoup à gagner à apprendre de cette sagesse-là que les enfants ont de façon innée, là, qu'on perd malheureusement avec l'âge. Puis je pense pas que c'est l'âge qui fait qu'on le perd. Je pense vraiment que c'est le conditionnement puis les responsabilités, tu sais. Fait que, On le fait que c'est relègue ça. en fait au second plan, en fait, même plus loin qu'au On second a, plan. Ouais. ben oui, on est bien trop occupé pour être spontané. Voyons donc, on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour ça, là, tu sais. Ben oui, on n'a pas le temps de vivre. C'est déplorable. Exact, puis c'est déplorable parce que ça fait aussi qu'on voit pas notre vie passer parce que on va beaucoup rentrer dans le mode pilote automatique à cause de ça parce qu'au lieu, comme un enfant, de se rendre au travail dans l'esprit du jeu, fait en Mm. empruntant des nouvelles rues, en regardant les maisons, en observant les fourmis au sol, en grimpant sur les bancs, on va s'y rendre de la façon la plus efficace possible, en prenant toujours le même chemin, puis en pensant déjà aux tâches qu'on a à accomplir en arrivant au bureau. Fait qu'on voit rien aller, là, tu sais. Fait que Ouais. je trouve, puis ça, c'est le dernier point, c'est que le jeu nécessite et engendre un énorme état de présence. Tu sais, quand tu joues, il n'y a rien d'autre. Tu ne penses pas après, tu ne penses pas avant, tu es juste absorbé dans le moment. Tu es comme dans un état de flow, si on veut. Puis un adulte qui a eu la chance de trouver quelque chose qui le passionne, que ce soit peindre ou même un travail, là, quand ton travail te passionne, qu'à un moment donné, tu ne vois pas le temps passer tellement que c'est le fun. Travail, mais c'est pas. Mais ça, ça, ça feel pas comme du travail, ça Ouais. feel comme un jeu. Fait que c'est ça. Puis le lien, là, pourquoi je me suis autant passionnée par la philosophie du jeu, c'est que pour moi, c'est la solution euh, pour que tout le monde puisse créer une relation saine et durable avec le mouvement, c'est de l'aborder comme un jeu. Mm. Fait que avec de la flexibilité, avec une ouverture, avec un détachement des résultats, fait que, un détachement des tendances, un détachement de toutes les il faut que, puis plus comme, mais attends, mais de quoi j'ai besoin aujourd'hui, puis de quoi, de comprendre qu'en tant qu'être humain, on a des besoins qui varient d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre, selon le contexte. Facile, mais mettons, moi, j'ai pas fait le même mouvement dans mon année de grossesse que les autres années d'après, puis dans mon postpartum non Mm. plus. Puis maintenant que j'ai un enfant, ça change aussi. Mais par chance que j'ai la flexibilité et la curiosité d'essayer différents mouvements, parce que sinon, j'aurais juste arrêté de bouger, parce que je me serais dit, ah ben, de toute façon, je suis là en ce moment, je peux plus courir. Puis moi, c'était ça que je faisais. Fait que je fais plus rien. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais. comme. Bien, ouais. Fait que, bref. Bon, là, j'étais allée. Encore une fois, grosse réponse, mais. Mais je t'en remercie, Chloé, parce que l'idée dans ce balado-là, c'est vraiment pas de se dire on va rester en surface. Puis j'aime ça que tu ailles en profondeur, creuser les choses. C'est exactement pour ça que je tenais tellement à ce qu'on se parle. Parce que finalement, c'est ça, le jeu, bah, c'est une posture intérieure qu'on peut appliquer à toutes les sphères de nos vies. Puis tu l'as amené avec tout ce que ça amène, la flexibilité, de la curiosité, de l'exploration, de la légèreté aussi qu'on retrouve là-dedans, la présence, tous ces Exact. ingrédients-là dont on a besoin. Puis, tu sais, quand on définit, c'est, mettons, euh, quelqu'un qui va te dire, ah, je me sens bien, je me sens heureux. Souvent, c'est quelqu'un qui est en présence, c'est quelqu'un qui est dans une posture qui a son petit chapeau d'explorateur. Puis, quelle belle image tu nous as ramené avec ce chemin-là que prend l'enfant versus celui que prend le parent dans une forêt. Tu sais, moi, je l'amenais souvent avec, mais une autre image qui est plus typique, mais tu sais, mettons, tu as le petit escargot, puis tu as le lièvre, et puis le petit escargot, lui, il prend son temps, et puis le lièvre, lui, il essaie d'aller vite au but. Puis ça nous ramène dans la beauté du chemin qu'on a à parcourir. Puis ce que je trouve magnifique, en fait, c'est comme le chemin d'une vie, c'est suivre les mouvements de la vie. Puis je trouve ça vraiment, vraiment beau. Mhm. Puis, Exact. Puis, tu sais, ouais, vas-y, vas-y. non, mais vas-y, Non, je mais vais. j'allais juste dire que l'autre chose, c'est que souvent, les adultes, on ressent beaucoup le besoin de se reposer. Fait que, tu sais, on va souvent avoir le discours qu'on est fatigué. Ouais. Puis, effectivement, que le repos est quelque chose dont on a besoin, mais on a souvent aussi besoin, puis on s'en rend pas compte, de se recharger.
Puis Mm. ça va souvent passer par le jeu, mais on n'a tellement plus de place pour faire des activités simplement récréatives qui nous rechargeraient, qui nous redonneraient de l'énergie. Fait que des fois, c'est pas d'une sieste dont on a besoin, c'est de se lâcher lousse, c'est, c'est de niaiser avec ses amis, de faire quelque chose qui nous met en joie, le jeu. Puis, puis moi, c'est ça, on dirait que pour moi, je trouve que c'est comme la solution radicale que je propose, c'est t'abordes le mouvement comme un jeu, mais c'est des périodes, tu as des récréations à tous les jours pour te recharger. Versus, là, je pense que ce que les gens font, c'est qu'ils abordent beaucoup le mouvement comme un travail. C'est comme, faut que j'aille au gym, faut que je fasse exactement ce plan-là pour obtenir des résultats. Non, non, il faut que je le fasse le plus rapidement possible parce que je suis pressée, puis ci, puis ça. Puis si on enlève toutes ces contraintes-là, est-ce que ça peut pas devenir une récréation? Est-ce que ça peut pas devenir une occasion de se recharger, d'avoir du fun, de se lâcher loose, de danser, de rire, tu sais, fait que c'est ça. C'est la Comme tu dis, perception du mouvement, en fait, que tu as une autre ben, perception face au notre mouvement. approche. Oui, Ouais. exactement. Mhm. Oui, et puis tu Ouais. l'as dit, c'est qu'on l'ajoute comme un il faut que j'aille au gym, il faut que j'aille courir. Donc, ça devient comme une obligation qui s'ajoute à la liste des obligations qu'on s'est mis dans notre journée, alors que ça serait de voir comment est-ce que on peut insérer du mouvement naturellement dans nos vies. Le chemin, c'est comme tu as dit tantôt, le chemin qu'on prend pour aller au travail, est-ce qu'il y a un autre chemin qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a un chemin qu'on peut prendre parfois à pied ou un autre qu'on prendrait plutôt en vélo? Ou, tu sais, je sais pas, est-ce que quand je me rends au travail dans mon gros building, est-ce que je peux choisir de, oh, cette fois-ci, je prends pas l'ascenseur, je monte les escaliers, c'est d'insérer des petits moments de mouvement et donc de fun puis de jeu là-dedans. Ouais, puis de même le voir comme un privilège, c'est genre, ah, j'ai la chance de pouvoir aller marcher au soleil, j'ai la chance de pouvoir jouer au soccer avec mon enfant. Tu sais, c'est une chance de pouvoir insérer du jeu comme ça par le mouvement dans notre vie. Puis c'est pas tout le monde qui a le privilège de bouger librement. Puis Mm. il faut l'apprécier, tu sais, parce que c'est un énorme privilège. Tu sais, c'est pas Ouais. une corvée. Bref. Non. En fait, oui, Mm. on a cet immense privilège d'avoir cette capacité de bouger tous nos membres, puis d'être en mouvement, puis ouais, ouais, oui, et puis d'explorer la vie, puis je trouve ça beau, puis je sais que personnellement, moi, c'est vraiment Samy, mon premier enfant, qui m'a ramené là-dedans. Alors, il m'a ramené dans cette sagesse-là, il m'a tout réappris, hein, parce que avant ça, je pense que j'étais pas là, j'étais tout le temps en pilote automatique. Je bougeais pas. Il m'a juste appris à me mettre en mouvement avec lui, à jouer avec lui, à rester absorbée. Tu sais, des fois, j'ai eu une journée de merde. Je me sens anxieuse. Il suffit juste qu'il rentre à la maison. Puis là, il me propose de jouer à une affaire. Puis là, je me mets avec lui à faire des blocs. Puis là, j'ai l'impression, OK, je suis là. Et c'est tout le temps eux qui me ramènent. Si à un moment donné, je m'en vais, c'est eux. Et je trouve que les enfants ont beaucoup à nous apprendre sur le jeu. Puis c'est un peu nos enseignants. Tu sais, on parle souvent que nous, on enseigne à nos enfants, on apprend à nos enfants. Mais je pense que le jeu est une solution pour revoir notre façon d'être en mouvement, puis notre façon de voir la vie. Et les enfants sont peut-être nos meilleurs enseignants dans cette... ouais, Totalement. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'amène aussi dans mon livre. Puis à un moment donné, je dis, tu sais, je m'arrête devant une cour d'école, puis je vous invite à faire l'exercice, là. Je m'arrête devant une cour d'école, puis je fais juste observer ou devant un parc. Tu ouais, observes les enfants, mais ça bouge, mais d'un naturel. Puis là, ça saute partout, puis ça court, puis ça grimpe, puis ça se roule au sol, puis personne ne se pose de questions. Là, personne ne se demande est-ce que je fais la bonne affaire, je le fais comme faut, je suis bien équipée. Il y en a, personne ne se pose de questions, ils font juste le faire. Puis c'est le fun, puis ils se demandent pas, ben là, c'est quand que ça finit? Ils veulent pas que ça s'arrête, là, en fait. Puis non. là, c'est là que moi, je me suis demandé, mais waouh, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait? On était ces enfants-là, tu sais, puis on a beaucoup à apprendre. Puis à la fin, dans mon livre, tu sais, je nous souhaite d'un jour avoir cette sagesse-là de quand on va se poser des questions, genre, ah, il faudrait que je me remette en forme, je sais pas par où commencer, qu'on agrippe l'enfant le plus proche, puis qu'on lui demande de nous montrer comment faire, là, tu sais, parce que clairement, c'est eux, ils savent. C'est vrai. Oui, Tu sais, comment on se remet puis à jouer? Ouais. vraiment, ouais. Puis c'est Ouais, puis beau, c'est tellement beau de les regarder. C'est vrai que ça, moi, ça me ramène à tout aussi. Tu sais, ça remet tellement les choses en perspective aussi. Puis oui, c'est les meilleurs enseignants pour toute chose, là, même pas juste pour le mouvement. ah oui, totalement, pour toute chose. Puis tu sais, tu as dit, quand tu parles de la cour d'école, on les observe, ils se pitchent dans tous les sens, ils sont super spontanés. Et il y a autre chose, moi, que je remarque, ils rient tellement fort. Ils sont
tellement heureux, il y a tellement d'enthousiasme, il y a tellement de joie naturelle. Et pourtant, ils ne sont pas en train de faire une course qui a été planifiée, etc. Ils sont juste en train de se pitcher, se taper dans les mains, de, je sais pas, se rouler sur un cerceau. Et que ouais, il y a le rire là-dedans. On entend les éclats de rire, puis les cris, puis Mhm. l'expression de Mais soi. parce qu'ils se prennent pas au sérieux, tu sais, puis ils sont Mhm. très... je pense qu'il y a beaucoup, en anglais, tu sais, je dirais, ils sont unconscious, unself-conscious. Quand les adultes, on est très conscients de la notion du soi, puis Hmm. du regard des autres sur nous, puis de notre apparence. Puis les enfants, ils n'ont pas encore développé ça. Ils sont très détachés de la notion du soi, qui est en fait, tu sais, là, je me suis quand même beaucoup basée sur des experts, puis Ouais. un des experts du mouvement, c'est Dr. Brown, puis lui, dans sa définition même du jeu, il parle du détachement de la notion de soi comme un critère essentiel au jeu. Fait que pour te Mhm. mettre à jouer, il faut absolument que tu crées ce détachement-là, parce que on en parle un moment dans un épisode sur l'image corporelle avec Marc-Philippe. Mais tu peux pas avoir du fun. Mettons que tu vas te baigner. Tu peux pas avoir du fun si tu es en train de te demander si tu es dépeigné. Ça se Ouais, pourra pas, là. Tu pourras pas être pleinement dans le moment si tu te demandes si ton maillot il est croche, là. Fait que, ah, parce que ton fait attention que est sur ton maillot qui est éventuellement croche et non sur le moment que tu oui, es en train de vivre. Ouais, ouais. exact, c'est ça. Fait que oui, 100%, ils sont très, ben c'est ça, ils sont 100% dans le moment, puis ça fait qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Tu sais, puis ça, je le dis souvent dans mon équipe, on se le rappelle quotidiennement, mais il y a vraiment une différence entre prendre son travail au sérieux et se prendre au sérieux. Puis Hmm. je pense que c'est une danseuse britannique, Margot Fontaine, qui disait ça, mais le premier est souhaitable, le deuxième est désastreux. Tu sais. Fait que c'est souhaitable de prendre ton travail au sérieux, il est important ton travail, tu sais pourquoi tu le fais, mais toi, tu n'es pas obligé de te prendre au sérieux. Tu peux faire des blagues quand même, puis Ouais. après, il y a plein d'études qui démontrent que c'est hyper bénéfique pour une entreprise, qu'un leader qui est humoristique, qui a un bon humour, va avoir beaucoup plus d'engagement de la part de son équipe qu'un leader qui a moins d'humour. Fait que, Hmm. c'est ça qui est fou, c'est que les études sont avec nous, les données sont avec nous. On dit pas n'importe quoi, on n'est pas juste comme on va avoir du fun, nous autres, ça fait qu'on dit ça. C'est comme non, non, ça fonctionne pour vrai. En fait, les gens sont à la poursuite de résultats. C'est d'être absorbé dans le processus qui va produire le plus de résultats. C'est ça l'affaire. C'est C'est de pas s'en de détacher qui planifier. va nous amener le plus vers les résultats qu'on souhaite. C'est ça. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est tout un réapprentissage à faire, justement, ce détachement-là, et que ça se fait, tu sais, je sais plus comment tu l'avais dit tantôt, mais ça se fait comme un petit peu à la fois, ça se fait dans des moments du quotidien. C'est comme ça passe aussi, je pense, par des personnes comme Marie-Philippe et toi qui allaient en parler autrement, puis qui allaient dire, ah ben, nous, on a fait ça comme ça, et la personne ça va semer une graine, puis elle va dire, c'est vrai, là, moi, je faisais ça comme ça. Comment est-ce que je peux mettre un peu plus de jeu Mhm. dans cet aspect-là de ma vie? Fait C'est que, ça. La première étape, c'est d'en prendre conscience. ouais. Après, c'est ça, c'est un déconditionnement. C'est long, ça prend du temps, ça prend de la patience. C'est une action, un mot, des fois une parole à la fois. Puis des fois, tu vas dire un truc, puis tu vas te reprendre, ou tu vas entendre quelque chose, puis tu vas le reformuler dans ta tête. Puis ça prend des années là, avant Ouais. de faire un déconditionnement pour ensuite faire un reconditionnement. Mais c'est un processus, encore une fois. Ben, c'est ça, c'est un processus. Et je pense que ça nous amène à revoir un peu notre rapport au temps parce que on est aussi dans une société où on veut aller vite, on veut avoir des résultats rapidement, on veut comme décider on entame ce truc-là, mais demain, il faut que ça soit parfait. Et je pense que ça, c'est des déconditionnements, des prises de conscience, des déconditionnements, des expérimentations. Et finalement, pour entrer dans une action plus collective, mais ça se passe dans un temps long et non pas un temps court comme on le souhaiterait. Fait que il y a aussi ce rapport au temps qui est à transformer éventuellement pour aller voir comment est-ce qu'on peut choisir d'intégrer ça sans attendre que ça soit tout de suite, sans espérer que la graine qu'on sème aujourd'hui, toi et moi, mettons dans cette discussion, sans espérer que demain, ben, tous les gens qui nous ont écoutés fassent exactement, soient exactement dans cette posture. Il y a quelque chose à l'intérieur qui se transforme, puis ça se fait dans un temps plus long. Mhm. Mais c'est très beau ce que tu dis, puis tu sais, je me suis beaucoup posé de questions en écrivant mon livre parce que je voulais pas que ce soit un guide pratique, tu sais, c'est un essai,
c'est une grande réflexion, puis j'amène les gens avec moi là-dedans, puis je me disais des fois, oh, tu sais, dans le fond, ça donne rien. Puis, Ah mais ouais. non, tu sais, la première chose à faire, c'est ça, c'est de contribuer à changer la discussion entourant, ben là, pour moi, c'est le mouvement, mais peu importe, c'est la première étape. Puis après, il faut faire confiance au temps, puis tu as raison, faut revoir notre rapport au temps carrément parce que on n'accepte pas que les choses peuvent se prendre des années, mais presque Mhm. tout prend des années, tu sais. Tout ce qui vaut la peine, mais Ouais, ouais, mais tu vois, c'est super important ce que tu viens de nommer. Tu t'as nommé aussi que au moment, dans ton processus d'écriture de livre, bah, il y a des moments où tu t'es senti comme bah, parfois peut-être revenu dans cette posture d'impuissance, mais à quoi ça va servir? Et, et je pense qu'on le vit tous, puis c'est important de le nommer parce que je pense que justement, ceux qui nous écoutent vont essayer une affaire, peut-être en nous écoutant. Puis là, ah, ils vont se retrouver dans le creux d'une vague. Puis juste le fait que tu l'aies dit, ah ben moi aussi, je suis en mouvement, je suis dans le jeu, j'ai baigné dans le jeu, mais quand j'ai écrit mon livre, ben il y a des moments où je me suis dit, mais ça sert à quoi ce que je fais? Fait que merci de le dire. Juste mais de le dire. Ouais. mais c'est ça l'essence du jeu, puis je me suis rappelé tellement de fois parce que honnêtement, tu sais, moi je suis pas autrice là, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie là, écrire un livre. En plus, j'étais en postpartum, tu sais, j'étais malade tout le temps, je dormais pas de la nuit, ça a été l'enfer honnêtement là. Mhm. Puis Puis je me disais, puis avant de commencer, je me disais, je veux faire ça parce que je veux aller au bout de moi-même, tu sais, je veux toucher le fond, voir ce qui va se passer, ce que je vais apprendre sur moi-même, sur le processus d'édition, sur, tu sais, je savais rien de tout ça, puis je me suis vraiment lancée dans le vide, puis ça aurait été dommage de, de, puis j'ai tellement appris, puis là, je suis encore un peu collée dessus, puis je viens de remettre mon manuscrit final il y a quelques semaines, puis je commence à avoir la distance nécessaire pour dire, hey, wow, tu sais, j'ai appris ça, puis maintenant, ça m'a servi à ça, puis tu sais, Ouais. mais ça aurait été dommage voyons, de m'enlever ou de pas vivre tout ça par peur que personne le lise, mettons. Tu sais, ça, je me suis souvent dit, mais quoi si personne le lit? Tu sais, c'est comme, j'écoutais une série, là, sur des gens qui ouvrent un restaurant, puis le sont à la veille d'ouverture, puis sont comme, quoi si personne vient? Ouais. Mais c'est ça le jeu aussi, c'est de comprendre que le processus est riche, peu importe si le résultat est celui qu'on escomptait ou pas. Peu importe si au bout de ça, c'est un échec ou une réussite. C'est une réussite parce que tu as vécu le processus, puis dans le processus, il y a plein de choses qui vont rester avec toi pour toujours, tu sais. Mais ça, c'est un rappel constant qu'il faut qu'on se fasse. Puis pour tous ceux et celles qui sont dans le milieu, puis ça, c'est là que tu as le plus besoin de l'entendre, là, quand tu es dans le milieu, le nez collé sur l'arbre, puis tu es comme, oh my God, mais pourquoi je fais ça? Mais j'en peux plus. Mais comme, là, Ouais. c'est comme le temps de se décoller, voir la forêt un peu, puis tu le fais pour le vivre, principalement. Puis le fait de le vivre, ça va t'amener plein de choses que tu te rends peut-être pas encore compte. Mais que tu peux Mais pas voir tout de suite, c'est ça. exact, tu sais, puis il faut pas, c'est ça. Ouais. Fait que, oui, c'est un bon rappel. Ouais, ouais. Ouais, un beau rappel. Bah, beaucoup de résonance parce que quand j'ai lancé Swanco aussi, je me disais, puis si les gens trouvent ça bête, ce que j'amène comme concept d'entreprise, et puis si il y a personne qui s'inscrit à mes affaires, puis à chaque fois que je lance un événement, puis si personne vient à cet événement, puis à un moment donné, je me suis dit, bah, si je touche juste une personne, et cette personne peut être moi-même, donc le processus que j'ai vécu, c'est correct. Puis à chaque fois, c'est revenu à, peu importe ce qui arrive, juste de se lancer dans ce processus-là, d'avoir fait toute cette introspection, ce retour à l'intérieur et toutes les pépites que ça a apporté, ben, j'ai déjà réussi. Puis avant même, c'est ça que je partageais à un moment donné, c'est que avant même d'annoncer que mon entreprise se lançait, ben, j'avais déjà réussi. C'est à l'intérieur, j'avais déjà réussi parce que j'avais osé pour la première fois dans ma vie entamer un processus super inconfortable et plein de peur en fait ouais, Mhm. beaucoup de résonance dans ce que tu dis. Puis, tu sais, des fois, il faut se rappeler, tout ce qui existe dans le monde, il y a quelqu'un qui a dû prendre son courage à deux mains pour le mettre au monde. Tu sais, tous les livres qui existent, toutes les émissions, les films, les œuvres d'art, tout, tu sais, je veux dire, les musées, n'importe quoi, je veux dire, qui, j'a- 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 j'ai une quote que j'aime beaucoup de Amy Poehler, puis essentiellement, j'ai traduction libre, mais elle dit ça, elle dit, tu sais, ça prend tellement de courage et c'est tellement vulnérabilisant de Mhm. s'exposer,
de partager nos créations. Mais elle dit, les gens qui trouvent le courage de le faire, c'est les humains magiques de ce monde. Une chance qu'ils sont là, ces gens-là, parce que sinon, on n'aurait rien. On Ouais. n'aurait pas l'art, on n'aurait pas... Puis, tu sais, c'est important de s'en rappeler. Euh, petite parenthèse, puis là, regarde, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais une des, un des côtés magiques du mouvement, c'est le courage que ça donne. Il n'y Hmm. a rien comme tu dis, une petite danse dans son salon ou une grande marche pour avoir juste comme la goutte que ça prend pour être comme OK, let's go, je l'essaye. Tu sais, Ça te met dans la le, tête. Ouais. oui, l'optimisme que tu peux aller chercher par le mouvement, ça aussi, c'est magique. Ah oui, oui. Oui, bah, c'est ça. En fait, ça ramène dans notre vulnérabilité et en même temps, ça semble être un paradoxe, mais ça nous ramène dans ces élans-là de courage finalement, puis ouais, qui nous dit, OK, go, bah, tu vas le faire, ce petit pas-là, puis ouais, t'as ce courage de le faire, même si... Voyons ce qui va se passer. Curiosité. Oui, Voyons la ce qui va se passer. ouais, on remet notre chapeau de joueuse, de joueur, puis on joue, on explore. Ah, mais j'adore les détours qu'on fait pour amener ça. Puis là, je nous ramène à quelque chose que j'avais le goût qu'on aborde ensemble parce que le podcast s'appelle Ensemble. Il y a le Ensemble qui commence. Puis tantôt, tu sais, tu partageais que finalement, au travers le mouvement, il y avait comme un lien qui se créait parmi les gens, qu'il y a comme un esprit de communauté ou d'entraide qui se crée. Puis tu t'en avais parlé avec Marie-Philippe dans un des épisodes sur la solidarité. Mais est-ce que tu peux nous ramener justement comment ce ensemble-là, cet esprit de communauté-là, comment est-ce que le mouvement peut favoriser tout ça? C'est qu'est-ce que ça crée en lien avec le lien, le ensemble? Euh, premièrement, ça peut créer des occasions de se rassembler. C'est nous, essentiellement, c'est ce qu'on fait, là. Il y a plein de gens qui s'inscrivent, qu'on fait des sessions de 8 semaines avec des entraînements hebdomadaires. Puis il y a plein de filles qui s'inscrivent entre amis. Fait que, justement, on a une vie occupée, puis c'est leur moment pour aller jouer et passer du temps avec leurs amis, à tous les lundis, par exemple. Puis après ça, il y a beaucoup de rencontres qui se créent à travers ça. Puis là, je parle de nos groupes d'entraînement, mais des fois, on a fait des événements spontanés. Des fois, on a des retraites. Je veux dire, moi, ça c'est une des choses que je trouve les plus belles, là. Mais on Ouais. fait des retraites de week-end. Puis il y a des gens qui créent des amitiés pour toujours après, là, que c'est comme... Ou, en fait, une des histoires que j'adore, c'est deux de nos clientes qui étaient à Montréal. Non, fait une de nos clientes qui était à Montréal, qui a déménagé à Québec, puis une autre fille qui était montréalaise qui a déménagé à Québec, puis elle a décidé par après de s'inscrire à Happy Fitness. Puis elles se sont comme retrouvées, elles se sentaient super seules à Québec, puis elles se sont comme retrouvées à travers Happy Fitness, puis là, ils sont devenus amis, puis ils se voient à chaque 2 jours, ils vont courir ensemble, ils vont au resto, ils vont prendre un verre, ils vont prendre un café, ils s'appellent, ils se textent, puis là, ils sont venus à un voyage qu'on a organisé ensemble, les deux, et c'est une amitié qui est née directement d'un entraînement Happy Fitness, puis là, je Ouais. parle de nous, mais je veux dire, je sais que c'est comme ça partout, c'est à la base, puis à la base, le mouvement, c'est une excuse pour se rassembler. Après, il y en a qui préfèrent que ce soit tout seul, mais même là, on dirait que tu te retrouves, entre personnes qui vont pratiquer le même type de mouvement. Fait que, par exemple, j'ai ma voisine ici qui, elle marche. Elle marche, elle a 75 ans, puis elle marche tout le temps. Ah, Puis c'est avant, elle habitait, en fait, c'est ma voisine, mais c'est la propriétaire de ma maison ici. Fait qu'avant, elle marchait dans le quartier, puis elle connaît tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Elle marche toujours toute seule, mais elle croise toujours les mêmes personnes, puis elle parle, puis elle parle, puis elle parle. Puis là, maintenant, elle habite dans un nouveau village, puis là, c'est la vedette du village parce que elle marche à tous les jours, puis elle s'arrête pour saluer les gens qui font leur gazon, puis qui promènent leurs chiens, puis tu sais, fait que c'est un sport individuel ou c'est un mouvement qu'elle fait de façon individuelle, mais ça l'amène à connecter avec d'autres. Puis Hmm. l'autre raison pour laquelle c'est aussi rassembleur, je parle de ensemble, c'est parce que ça te ramène, tu sais, je l'ai dit déjà, mais le mouvement a ce pouvoir-là de te ramener dans ton corps. Fait que tu sais, que tu sois plus présent. Mhm. Fait que ça te connecte à toi, puis après, ça te connecte aussi aux autres parce que tu vas avoir cette présence-là de regarder en haut, puis de connecter avec un autre être humain, ne serait-ce qu'en lui souriant. Ouais. Ou, tu sais, on dirait que ça donne cette présence-là, cette connexion-là.
Puis ça te donne une genre de... Je pense que c'est par le bien-être que ça procure. Je trouve que ça rend généreux, ça rend ouvert. Fait que Mhm. combien de fois je vais avoir vu, tu sais, moi, nous, on parle de ça là, souvent avec Happy, dans l'équipe de Happy Fitness, que, bon, on dit que nos entraînements, c'est comme des vortex du contentement, fait que les gens arrivent dans n'importe quel état, fait que des fois, ils sont pas de bonne humeur, des fois, ils sont déjà de bonne humeur, des fois, ils sont épuisés de leur journée, puis s'ils étaient rentrés chez eux direct, ils auraient sûrement regardé à terre tout le long, un peu impatients, il n'y aurait pas dit allô à personne, puis ils n'auraient pas appelé leur mère, là, puisque c'est comme, là, je suis à bout de ma journée, je m'en vais chez nous, il faut que je fasse à souper, blabla. Mais là, ils sont venus s'entraîner, puis là, ça leur a donné cette distance-là, puis cette patience-là, puis cette ouverture-là, puis cette générosité-là. Puis ils repartent chez eux, puis ils sont comme, oh, on est-tu bien dehors? Puis là, ils vont voir quelqu'un qui a besoin d'aide dans la rue, puis ils vont aller l'aider, puis là, ils vont dire, ah, je vais appeler ma mère pour dire je l'aime. Ils vont appeler leur mère, puis ça crée ce qu'on appelle des chaînes de contentement, parce que là, Mhm. c'est ça, on dirait que ça prédispose à être, ouais, généreux, je pense que ça serait généreux, généreuse. Fait que, ouais, Parce ça serait ça ma contamine. réponse. Ouais. Ah oui, 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 la fait que de personne. plein de façons, mais je pense que un, c'est une excuse, ouais, pour connecter. Deux, c'est ça donne ça donne des occasions, ça te rend plus présent, puis ça te rend aussi plus généreux et généreuse, plus ouvert au monde. Oui. Ouais, t'es ouvert, plus ouvert à toi, donc t'es plus ouvert à l'autre, donc t'es plus ouvert au monde. Puis j'aime ça, ce que tu amènes, c'est on entre dans un vortex de contentement, puis on vient contaminer toutes les autres sphères. Les gens, finalement, qu'on touche après vont être touchés par cette joie-là, par cette générosité-là que ça amène, par cet enthousiasme-là. Et Mhm. je trouve ça beau parce que finalement, ça a l'air tout con. Tu t'en vas à une séance d'entraînement. Tu sais, si tu le vois comme dans une perspective toute conne, tu te dis, bah, je m'en vais m'entraîner avec d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Mais au final, et pourquoi je pense vraiment que le mouvement peut nous aider même dans notre mouvement de société, puis dans la transformation qu'on vit, ben, ça nous ramène justement à être présent, donc à être présent à ce qui nous entoure, donc à être attentif, donc à être peut-être à apprendre à apprécier ce qu'il y a autour de nous, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, que ce soit les humains qui sont autour de nous. Puis ça nous ramène ensemble, ça nous ramène dans une générosité. Puis on a tellement besoin de cette générosité-là pour entrer dans cette dynamique-là qui vont nous permettre d'être solidaires dans un monde en transformation. Puis Ouais. ouais, je trouve ça, Mais ouais, tu l'as dit, je pense que ça a ça aussi comme pouvoir, le mouvement, c'est que ça te ramène à l'essentiel, un peu comme un enfant va le faire, mais puis de te ramener à l'essentiel, ça te ramène à la collectivité parce que tu réalises assez rapidement que ça fait partie de l'essentiel, là, tu sais. ouais. Ouais, puis quelque chose que tu m'aimes que quand on a parlé pour ta voisine, tu sais, tu dis au départ, elle est partie marcher pour elle-même, elle est partie marcher, mais au final, ça l'a amenée encore une fois dans tout ce qui est collectif parce que elle a rencontré du monde, elle a parlé à du monde, donc elle a contaminé du monde par son énergie ou juste ceux qui l'ont regardée marcher puis à qui elle a souri. Fait que, ouais, ouais, Mhm. c'est beau. Bon, je pense que je vais pas me remettre de cet épisode, ça va être difficile. Puis, ben, là, je m'en vais dans toute autre chose. Ben, tu es entrepreneur, puis justement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent parce qu'à la base, moi, j'agis dans cette sphère-là. Puis, justement, tu sais, pour ceux qui ont le goût d'entreprendre autrement, qui ont le goût de, tu sais, de faire un peu les choses à leur façon, dans le jeu, avec l'humain au centre, ben, j'avais envie peut-être que tu nous partages, toi, l'entrepreneuriat, pour toi, c'est quoi, comment tu le vis, comment est-ce qu'en équipe, tu parles toujours de crêpes alignées, vous vous assurez d'avoir vos crêpes alignées. Ouais, parle-nous un peu peut-être de toi, ta perspective de l'entrepreneuriat, puis de l'entreprendre autrement peut-être pour les entrepreneurs qui auraient le goût. Ouais, ben c'est une très bonne question. Bon, ben, je vais te partager deux outils qu'on utilise au sein de l'équipe. Bon, les crêpes alignées, ça, c'est juste notre façon parce qu'on s'imagine toujours une crêpe, tu sais, des crêpes, des pancakes dans des émissions de dessins animés, là, comme toutes bien alignées, une grosse pile de crêpes avec le carré de beurre fondu sur le dessus, là. Ouais. Puis en fait, ce qu'on dit, c'est que avoir ces crêpes alignées, ça veut dire que ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, euh, c'est aligné. Fait que souvent, quand tu vas te sentir pas très bien dans une situation, ça va être souvent parce qu'il y a une crêpe de travers. Puis des fois, c'est long à s'en rendre compte, mais à un moment donné, t'es comme, OK, mais dans le fond, c'est parce que c'est trop pas aligné avec mes valeurs, ce projet-là. C'est pour ça Mm. que je suis pas bien là-dedans, tu sais. Puis
Fait que bref, pour nous, c'est super important. Puis je pense que là, les gens qui nous suivent depuis plus de 10 ans vont réaliser à quel point on est cohérente. Puis ça, pour moi, c'est tellement important. Mais Ouais. fait que les valeurs qu'on prône sont les valeurs qu'on vit Hmm. et qu'on met en application dans nos propres vies. Ce qu'on dit, c'est vraiment les choses dans lesquelles on croit. Tu sais, je veux dire, j'ai refusé des gros partenariats là, juste parce que c'était comme, ben non, ce que vous dites, ça s'aligne pas avec ce en quoi on Ouais. croit. Peu importe combien d'argent tu me donnes, je peux pas dire ça, tu sais, parce qu'on va juste. Fait que ça, c'est la première chose. Puis je pense que ça fait que. Puis pour moi, ça, justement, ça va au-delà de l'argent et du profit. Donc, ça fait que je suis toujours bien dans mon entreprise puis dans nos décisions d'affaires parce que ça, Hmm. c'est la première chose que je considère, c'est comme si tu es aligné. Si c'est pas aligné, c'est pas compliqué. Je me pose pas la question de 56 fois. C'est comme, ben, ça prend le bord parce que si c'est pas aligné, je vais éventuellement me sentir tout croche, c'est sûr. Ouais. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, quand on considère des décisions d'affaires, c'est qu'on a ce qu'on appelle un diagramme du contentement organisationnel. Puis Oui. dans le fond, on considère le bien-être de trois parties. Donc, on a le bien-être de notre équipe. Fait que ça, c'est super important pour nous de s'assurer que toutes les décisions d'affaires qu'on prend, fait que, par exemple, OK, on a une opportunité de faire un projet, je sais pas moi, dans telle entreprise, puis finalement, on réalise que toutes les filles dans l'équipe, parce que là, on est juste des filles, mais tous Ouais. les membres de l'équipe, ça les fait chier. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ce projet-là. Ils font parce qu'on leur a dit de le faire, puis on est leur employeur. Fait que personne n'a de fun. Nous, on n'a pas de fun. Hmm. Euh, ben, tu sais, puis il y en a plein, là, des entreprises dans lesquelles c'est comme, ben, puis je veux dire, après, je veux pas dire qu'il n'y a pas de tâches plus désagréables que d'autres, là, 100%. Mais overall, les projets, est-ce qu'ils plaisent à l'équipe? Est-ce qu'ils conviennent à l'équipe autant? Euh, est-ce qu'ils ont du fun? Est-ce qu'ils sont assez bien payés? Est-ce que leur temps, est-ce qu'ils ont assez d'espace? Tu sais, est-ce que ça leur laisse l'espace dans leur vie? Tu sais. Fait que ça, c'est la première sphère qu'on considère. La deuxième sphère, c'est les clientes. Fait que est-ce que c'est ça que nos clientes veulent? Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin? Puis ça, c'est important parce que ça change aussi, tu sais, les besoins de ta clientèle. Puis là, nous, encore plus, puisqu'on est dans le service, puis on est en direct contact avec elle. Hmm. Mais on dirait que des fois, les entreprises, ils considèrent pas, genre, les personnes à qui ils rendent le service, mais c'est comme vraiment, vraiment important de les considérer dans toutes tes décisions d'affaires parce qu'en fait, sans eux, sans elles, t'existes pas. Puis la troisième sphère, c'est l'entreprise. Fait qu'évidemment, fait qu'il faut que toutes les décisions qu'on prend, ben, ça bénéficie évidemment de l'entreprise. Fait que c'est payant, tu sais, est-ce qu'on fait juste perdre de l'argent? Tu sais, si c'est ça, ben, ça a beau être le fun pour tout le monde, ça marchera pas parce qu'éventuellement, si l'entreprise perd de l'argent, ben, on pourra plus contribuer à la société comme on veut contribuer. Fait que ça, c'est important aussi. Puis des fois, je pense que, surtout, puis je trouve peut-être les femmes qui ont souvent des missions très fortes, des missions d'entreprise très fortes, qui leur tiennent tellement à cœur, qui seraient prêtes à faire ça bénévolement. Hmm. Puis c'est très noble, mais si tu fais pas d'argent, tu pourras pas poursuivre ta mission. Fait que c'est important que tu fasses de l'argent. Puis ça, on dirait je sais pas, peut-être on l'oublie plus facilement. Je sais, puis tu sais, je veux pas généraliser, là, mais je remarque ce trait-là beaucoup chez les entrepreneurs féminines. Ouais, c'est Fait que vrai. ça, c'est important aussi. Fait que c'est pour ça que cette sphère-là est aussi importante que les autres. Là. Ce que l'entreprise, parce que la pérennité de l'entreprise, c'est la pérennité de l'équipe, c'est la pérennité de ta mission, c'est la pérennité de ce que tu apportes à tes clients aussi. Fait que c'est tout aussi important que le bonheur de tes clientes puis le bonheur de ton équipe. Fait que tout ça, c'est super important. Puis je pense que, fait que autant il y en a qui ne considèrent pas assez le bien-être de l'entreprise, il y en a qui ne vont pas assez considérer le bien-être de leurs humains dans l'entreprise. À un moment donné, puis en plus, nous, on n'a comme pas le choix si on veut les crêpes palmiers, parce que nous, on est une entreprise de bien-être. Puis là, je dis tout le temps le vrai, là, pas celui qui te dit de boire du jus de citron pour être bien, en guillemets. Là. Fait que tu peux pas dire, ah oui, nous, on est une entreprise qui promouvoit le bien-être, puis tous nos employés à l'interne sont en burn-out. Comme, ça marche pas, là. Ouais, Tu sais, bah ça, vous n'auriez pas vos crêpes alignées là pour le coup. exact, mais tu sais, ça l'a demandé souvent qu'on fasse comme, eh ben, regarde, ce gros contrat-là, on peut pas le prendre parce que là, tu sais quoi, tous nos employés en ce moment sont brûlés. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent pas ça, puis sont comme, hey, je m'en fous, ils squeezent tout le monde comme des citrons. Mais qu'est-ce que Hmm. ça fait? C'est que, ben, ils ont pas le même engagement, ils ont pas la même rétention. Fait qu'il faut penser aussi à la durabilité des choses. Fait que voilà, je pense que ça serait les deux outils que je partagerais, là, on the spot comme ça.
sur l'entrepreneuriat qui, moi, ça m'aide à rester bien dans ce que je fais, ça m'aide ouais, à continuer d'avancer en respectant toutes les parties prises. Oui, puis finalement, tu démontres à quel point il y a un lien entre toutes les, pas toutes les sphères, mais tous les humains qui composent l'entreprise ou l'écosystème de l'entreprise. Et Ouais, finalement, d'aller dans la durabilité, de te dire, pour moi, la durabilité, c'est de me trouver un gros contrat, même si c'est pas aligné, ça me rapporte de l'argent, donc c'est bon, je vais être pérenne. Mais tu dis non, tu prends la durabilité par l'humain, par le sens, par les valeurs. Et ça fait que tu es durable pareil parce que toi, tu te sens bien dans ce projet. Fait que là, tu l'as dit tantôt, ça fait 11 ans que ça roule. Et tu sais, même quand tu dis que avant de prendre un projet, il y a le bien-être de l'équipe, il y a les clients, les besoins aussi, les besoins de chacun finalement, puis les besoins de l'entreprise. Ça fait que si vous acceptez un projet que les employés ne se sentent pas bien là-dedans, ça va contaminer les clients qui vont recevoir parce qu'ils ne vont pas être bien. Et donc, on n'entre pas dans un vortex de contentement rendu là. Puis, ça ne va pas bénéficier à l'entreprise parce que là, laisse tomber. Qui c'est qui veut rester dans une entreprise qui ne prend pas soin? Donc, finalement, personne ne reste, puis personne n'est content. Puis ce n'est pas durable du tout. Fait que oui, je pense que ça nous ramène dans une autre perspective de la durabilité, donc au-delà du profit. Et j'aime ça, la nuance que tu amènes. C'est important aussi comme qu'il y ait de l'argent qui rentre pour aller soutenir la contribution de l'entreprise. Puis ça, dans l'épisode avec Jean-Daniel de chez B-Side, il y a cette même réflexion qui est venue. Si je veux continuer à contribuer à la société, il faut que mon entreprise soit durable si c'est une entreprise à but lucratif. Fait que oui, je pense que vous rejoignez là-dessus, puis c'est intéressant comment tu l'amènes. Ouais. Alors là, attends, avant de continuer, j'ai juste envie de savoir, est-ce qu'on est encore dans les temps ou c'est quoi ton max? Combien de temps il te reste avec nous? il faut que j'aille, c'est le festival Julio qui commence, là, le 5 à Oui. 7. Fait que puis je dirais 10 minutes. OK, bon, alors on va passer à la question de clôture dans ce cas-ci. Celle que j'aime bien poser, c'est quoi, toi, ton rêve d'espoir pour le monde d'aujourd'hui, celui de demain, puis tu l'as un peu partagé, puis ton utopie réaliste? Le monde, il ressemble à quoi? Tu ressens quoi? Quand tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi? Amène-nous dans ton Quand, récit. j'aime ça. Quand je regarde par la fenêtre dans mon utopie, je vois une société avec des gens qui sont réellement bien. Je dis réellement parce que le bien-être, c'est vraiment une notion qui est galvaudée puis qui est beaucoup mis dans ouais, je pense qu'on aborde avec encore une fois un esprit de performance qui est en fait comme un peu l'antithèse du bien-être. Bref, une société dans laquelle les gens sont réellement bien. Je vois des hommes d'affaires se déplacer à cloche-pied dans les corridors de bureaux. Je vois des femmes d'affaires faire des roues sur le terrain devant leur édifice. Je vois des enfants qui jouent librement toute la journée, qui n'ont pas besoin d'être assis à leur bureau 7 heures par jour. Je regarde pour de vrai par la fenêtre. Eh oui, je te vois Non, diriger. mais je vois un peu, tu sais, un monde de joie où les gens sont juste comme légers. Puis, regarde, je suis bien contente que c'est une utopie, mais en fait, je vois un peu comme la ville comme un grand parc pour enfants où est-ce que tout le monde joue. Euh, Tu sais, tout le monde est capable de se laisser aller une fois de temps en temps. Tu sais, je veux pas dire que les gens travaillent plus, mais ils ont cet espace-là. Puis ça, c'est mon autre point. Je vois une société dans laquelle il y a de l'espace. Les gens ont de l'espace physique, mental, dans leur horaire justement, pour être bien, pour prendre le temps de bouger. Puis, tu sais, ça, c'est un aspect que j'amène dans mon livre aussi. Mais regarde, on va se dire les vraies affaires, là, opinion impopulaire, le mouvement, ça prend du temps. Faut arrêter là d'essayer de trouver la façon la plus efficace de le faire en le moins de temps possible. Non, ça prend du temps, puis c'est pour ça que ça fait du bien quand on s'abandonne autant, quand on part marcher, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, quand on, on s'en va à un entraînement avec des amis, puis qu'on a le temps d'aller prendre une bière après, on marche, puis qu'on s'arrête
prendre un café avec quelqu'un qu'on a croisé puis que c'est correct, tu sais, que ça nous met pas en retard dans toute notre semaine. Fait que de l'espace en ce sens-là, je pense que c'est un prérequis pour être fondamentalement bien. Puis je pense que dans cette utopie-là que je vois, ben, le mouvement serait vu comme une récréation pour tout le monde, puis ça serait une récréation qui engendrerait un ralentissement collectif. Genre, ça serait bien correct de dire Hmm. merci de m'avoir écrit, je vous répondrai demain, je suis présentement en récréation avec ma sœur, on fait de l'escalade. Je sais pas, puis que tout le monde soit comme oui, puis avec la même compréhension tacite que faut que je dorme la nuit. T'sais. Oui. Puis je pense que c'est ça, je pense que dans cette utopie-là, ce monde dont je rêve, ben, le mouvement, on le comprend, puis on le considère comme aussi essentiel que s'alimenter et dormir, puis en fait, ça l'est, c'est juste qu'on le considère pas comme ça. Là. Fait que fait que je pense que c'est ça. Il est abordé sous forme de jeu, puis il a sa place dans la vie de tout le monde, dans les bureaux, dans les écoles, dans les épiceries. C'est pas mal vu, on peut bouger, c'est pas quelque chose qui est punissable, tu sais, on n'empêche pas les enfants de courir, on les empêche pas de sauter, on les oblige pas à s'immobiliser en tout temps. On leur apprend que c'est normal de se mouvoir, puis que c'est souhaitable, puis euh, que c'est ouais, un vecteur de légèreté qu'ils peuvent utiliser à leur guise toute leur vie. Voilà. Voilà mon utopie, ma chère Sophia. Quelle belle utopie. Et je pense qu'elle est tout à fait réaliste, en fait, cette utopie-là, même si on ne le perçoit pas tout de suite. C'est de toute beauté ce que tu vois par la fenêtre. Et, euh, et ça m'a beaucoup émue quand tu as dit, je vois des enfants qui jouent librement plutôt qu'être assis 7 heures par jour. Ça vient me chercher. Merci. Merci, Ouais. Chloé, pour tout, ta générosité dans les partages, ta profondeur. Je sais pas, ça me fait quelque chose. Alors, merci. Ben, merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir de discuter. Honnêtement, si c'était pas du Festival Julio qui commence, j'aurais continué à jaser. C'est vraiment le fun. Et je te remercie pour ce que tu fais. Bravo d'avoir le courage. Puis merci de m'avoir invité. Ben, écoute, avec joie. Et puis, bon, ben, un beau festival Julio.